Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien avec un des membres du think tank Économie Santé. Aujourd'hui, Étienne Mainvielle. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et vous êtes surtout économiste de la santé à l'Institut Gustave Roussy. Alors le thème du think tank Économie Santé cette année, c'est la coordination des soins. Alors la coordination des soins, c'est-à-dire faire travailler tous les professionnels de santé ensemble autour du malade. Est-ce que c'est si important que ça? Tout le monde en parle, c'est le parcours de soins, mais vous, en tant qu'économiste de la santé, est-ce que l'investissement nécessaire à cette coordination de soins est rentable au final? Alors, moi, je crois que c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur, d'abord, il faut revenir au niveau des patients. Oui. Pour des patients, à l'heure actuelle, c'est un peu le parcours du combattant, sans mauvais jeu de mots. On voit des études qui sont publiées dans les plus grandes revues nord-américaines, New England Journal of Medicine par exemple, où des patients voient 16 médecins différents dans l'année pour des maladies chroniques. Donc là, on sent qu'il y a un problème de fragmentation. On sent aussi qu'il y a des problèmes, toujours dans l'optique qualité des soins, d'erreurs médicales quelque part qui peuvent exister ou des phénomènes iatrogéniques par des manques de coordination. Pour répondre à votre question sur l'aspect économique, oui, bien sûr, c'est un sujet majeur. C'est du sens commun de dire que si on arrive à être mieux coordonné, on évite sans doute des réhospitalisations inutiles, des venues aux urgences. On estime qu'il y a un gaspillage à l'heure actuelle très important. Alors il y a des études très spectaculaires qui peuvent le chiffrer par exemple dans le système nord-américain sur des milliards de dollars. Il faut bien voir que ça touche les maladies chroniques principalement. Alors le système nord-américain, c'est pas la référence je dirais, parce que c'est un système qui coûte très très cher, qui n'est pas très performant. En France aussi, il y a des progrès à faire? Ah oui, je crois que effectivement, vous avez raison, le système nord-américain, quand on compare, est sans doute encore plus fragmenté que le système français. Mais il y a quand même des vraies questions sur l'enchaînement du parcours entre l'hôpital, la sortie par exemple hospitalière, le retour à domicile, la médecine de ville, et je ne parle pas du médico-social. Il faut voir en France, ça touche les maladies chroniques principalement, la question du parcours coordonné, ça pèse plus de 80 milliards d'euros par an. Donc c'est un vrai sujet. Voilà, donc on est convaincu, il y a de nombreux rapports et des études qui le démontrent, mais alors quel est l'état de l'art? Comment il faudrait coordonner, comment en fait faire travailler les professionnels de santé ensemble autour du patient? Alors c'est un sujet où on en parle beaucoup, mais c'est vrai que quand on regarde les expériences qui sont menées en France ou ailleurs d'ailleurs, c'est pas uniquement un sujet national, il y a peu à l'heure actuelle, comme on dit, d'évidence en faveur des économies ou de l'amélioration de la qualité ou même de satisfaction au travail pour les professionnels de santé. On a quelques études qui montrent qu'on peut gagner probablement 5 à 10% d'économie par rapport au coût actuel. On a une étude britannique nationale très spectaculaire qui a donné beaucoup d'espoir il y a les 2 dernières années, qui montre qu'on peut réduire des complications et des taux de mortalité, mais ça reste des évidences encore éparses. Des évidences, c'est-à-dire des démonstrations. Des démonstrations scientifiques sur l'impact. Et pourtant, il faut y aller alors. Et pourtant, il faut y aller. Et par contre, ça révèle les difficultés d'organisation. C'est assez simple de voir qu'au fond, le parcours coordonné, c'est une question d'organisation, peut-être d'une envergure dont on n'a pas conscience à l'heure actuelle. C'est de nombreux acteurs qui doivent se coordonner entre eux, médecins généralistes, infirmières libérales, pharmaciens de ville, les hospitaliers, etc. J'en passe. Le médico-social. Qu'on oublie toujours à tort, bien évidemment. C'est des questions de coordination complexes, des recours techniques qui sont importants. Nous travaillons par exemple dans un projet en oncologie qui s'appelle Capri, où on voit que la technicité devient très complexe et donc ça interfère dans la question de l'organisation. C'est des questions aussi de relations humaines, avant toute chose. Alors ça, c'est le constat. Alors, les pistes, on a beaucoup réfléchi dans le cadre du think tank Économie Santé. On en a prévu quelques-unes. On va publier un rapport en mars prochain. Pour vous, les 3 grandes pistes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça avance? Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on en parle. Peut-être pas comme ça, mais ça fait assez longtemps, effectivement. Au moins 10 ans depuis la réforme du médecin traitant. Tout à fait. Mais là, je pense qu'on passe justement une étape supplémentaire. Ce n'est pas que le médecin traitant, c'est tout le parcours entre les hôpitaux, le domicile, le médecin traitant et je dirais d'une manière plus générale, l'offre de soins primaires avec les maisons de santé pluridisciplinaires. Alors, quelles sont les pistes pour avancer? Parce que les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est 5-6% de l'offre de soins, c'est très peu. Alors, comment accélérer? Alors, moi je crois qu'il y a un premier élément qui est le recours à toutes les technologies de l'information. On parle de plateformes, on parle de tablettes, on voit dans les expériences qu'il y a un gisement très important à ce niveau-là. On est sans doute au début d'un sujet majeur sur l'emploi de ces outils. Et pourtant, le dossier médical informatisé est un échec. Donc là, vous mettez le doigt où c'est douloureux et difficile. Alors,
Le dossier médical et informatisé a ses spécificités, c'est de l'information partagée, mais on peut avoir aussi d'autres technologies, comme par exemple les tablettes. Avoir des tablettes dans les mains des patients, ça peut les rassurer de savoir qu'ils sont en lien avec un système, une plateforme, et qu'ils peuvent à tout moment la contacter pour toute question liée à leur évolution clinique et leur maladie. On voit qu'il y a des démarches de cette nature qui sont en fait assez bénéfiques, même dans le comportement des patients, qui peuvent devenir plus rationnels. Alors le problème, c'est des questions d'organisation. Donc première piste, c'est technologie d'information. Deuxième piste, certainement des infirmières de coordination. On parle de case manager, de nurse navigator. On sent bien qu'il y a un besoin de personnes qui pilotent les prises en charge des patients. Qui aident à la coordination. Et le troisième, je dirais, de la méthode. C'est-à-dire que ce qui compte dans toutes ces démarches, c'est aussi de pouvoir évaluer et comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Je crois qu'il y a là une combinaison, une alchimie à trouver. Pour vous donner un exemple, par exemple, d'une expérience qui a échoué il y a 2-3 ans, on a mis des tablettes dans les mains des patients, dans les mains des professionnels, qui étaient en face-à-face direct. Le résultat des courses, c'est que les patients envoyaient nombreux SMS, mails et autres informations aux médecins, dont la majorité n'était pas très utile, en fait, pour la prise en charge clinique. Oui. Et les médecins se sont épuisés à répondre aux 80 mails qu'ils avaient par jour. Il y en a de moins en moins, surtout par rapport à la demande. Oui. Tout à fait, vous avez raison. Il y a en plus cette question de la démographie médicale, et justement de ne pas emboliser l'expertise médicale par des tâches de gestion et administratives. Donc il y a un vrai enjeu en fait d'organisation, de re-engineering des processus. Quand vous dites ça, c'est un coût. Alors en tant qu'économiste, aujourd'hui on essaie de faire des économies sur l'assurance maladie, le président de la République, le ministre de la Santé n'arrête pas de dire qu'il faut faire des économies, le Premier ministre aussi. Alors est-ce que l'investissement, est-ce qu'il n'y a pas un investissement minimum à faire pour avoir des économies plus tard, alors que les maladies chroniques vont croître et embellir? On est dans le cas d'une réforme structurelle, vous avez raison. Il faut investir. C'est-à-dire qu'il faut investir intelligemment. Combien, à votre avis? Ça, c'est des sujets qui sont évidemment très difficiles à estimer, mais ce n'est pas seulement une question de coût, c'est une question aussi d'action publique et d'accompagnement des initiatives de terrain, me semble-t-il. Il y a localement des success stories, on en a vu dans le think tank qui a été présenté. Moi, ce qui me frappe, c'est, si vous voulez, il y a des initiatives locales, il faut que les pouvoirs publics soient capables de les accompagner et de les soutenir avec réactivité. Il y a d'une façon pérenne, quelque part. Avec la question, effectivement, de la pérennité derrière. Étienne Mavienne, merci. Merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir.